il n'est pas très content. C'est lui qui va s'asseoir sur le bullshitomètre de ce jour. Il s'agit d'El Manu, Manu le Chypre. Bonjour à tous. Bienvenue. Bravo encore Manu d'être Manu. Mais et d'être sur ce plateau. Mais pas encore ce que je vais dire. Non, ça non. Ne vous emballez pas. Alors j'en sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que on en a parlé ce matin. En fait, on a des marchés. Voilà, on est au milieu de problématiques commerciales qui partent dans tous les sens. Ouais. Droit de douane, plus droit de douane, flat tax à 10, 15, on ne sait pas. Les marchés, ils restent très calmes et preuve que je vous dis pas des bêtises, je l'avais sorti pour aujourd'hui et j'ai réussi à l'avoir en live. On était à 3532,95. On a eu un nouveau record absolu sur le CAC 40. Ces marchés qui ne réagissent pas au risque et à l'incertitude, vous commencez à trouver que c'est bullshit. Vous foudroyez donc l'idée qu'un marché comme ça peut s'absoudre totalement des turbulences géopolitiques, géocommerciales, on va dire, et qu'à un moment, on va en payer le prix. Oui, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que finalement, l'histoire qu'on a tendance à se laisser raconter, par laquelle on a tendance à se laisser bercer, c'est que finalement, on a des marchés qui sont vigilants et qui exercent finalement sur les acteurs économiques les pressions nécessaires pour remettre tout le monde dans le droit chemin quand ça n'est pas le cas. Or, effectivement, ces pressions, elles n'existent pas aujourd'hui. Il n'y a pas de force de rappel. Il y a quand même un nombre d'incertitudes dans l'économie mondiale qui sont, je veux dire, à un niveau historiquement élevé. Quand vous prenez les incertitudes géopolitiques, les risques de conflit, ils sont quand même multiples et pas des moindres. Quand vous regardez la question iranienne, par exemple, les incertitudes économiques, non seulement sur la croissance à court terme, mais sur des sujets aussi existentiels que l'impact de l'intelligence artificielle à la fois sur la croissance et sur l'emploi, les incertitudes politiques avec les résultats incertains des élections qui auront lieu aux États-Unis et qui auront lieu en Europe. Et donc, normalement, dans cet univers, on doit avoir des taux longs qui sont plutôt bas sur les dettes publiques, valeur refuge forcément, $1 qui plutôt monte, des bourses qui sont plutôt malmenées, et l'or qui est censé monter. Or, il n'y a que le comportement de l'or qui est logique dans cette configuration. Et puis, il y a aussi beaucoup de pays, et ça c'est quand même assez fascinant aussi, qui ne mènent pas des politiques économiques sérieuses et qui devraient être sous la pression étroite et la surveillance étroite des marchés. C'est ce que nous disent tous les économistes. Prenez les travaux de Paul Krugman, de Maurice Obstfeld, de Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff. Lorsqu'un pays ne mène pas une politique économique sérieuse, les marchés le contraignent via la baisse de la bourse, via la dépression de son taux de change, via la hausse des taux d'intérêt à long terme, à réduire ses déficits publics ou ses déficits extérieurs. Bien sûr, alors évidemment, si le pays appartient à une union monétaire, la pression se fait surtout sur les taux longs. Mais là encore, finalement, à part la baisse du dollar, eh bien, on ne voit aucun de ces soi-disant actes de pression et de surveillance que sont censés exercer les marchés. Oui, mais précisément, c'est sur le marché de taux qu'est le problème. C'est-à-dire qu'on a des tendances qui s'opposent, alors que globalement, de l'autre côté du balancier, il n'y a pas de vraie logique qui soit respectée. Alors, je veux bien acheter, effectivement, c'est le quotidien des marchés, cette idée de forces contradictoires qui, parfois, peuvent se contredire les unes les autres. Ça peut être une explication pour les États-Unis, puisque on comprend que le monde entier continue à acheter de la dette américaine malgré l'ampleur des déficits, parce qu'il y a quand même cette crainte de la géopolitique. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez acheter cette explication pour la France ? Est-ce que, vu sa situation budgétaire, la France ne devrait pas voir ses taux d'intérêt augmenter et surtout l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne se creuser, ou alors voir l'écart entre les dettes privées et les dettes publiques se creuser. Mais pas du tout, les marchés continuent d'acheter la dette de la France. Alors bien sûr, ils sont pas fous, ils savent bien que la France peut pas faire défaut, que la BCE interviendra, etc. Mais rappelez-vous quand même ce qui s'est passé dans les pays du sud de la zone euro, l'Espagne, le Portugal, pendant la crise de 2010-2014. Ces pays avaient accumulé des déficits extérieurs et publics bien avant que la crise ne se manifeste. Et je vous rappelle que quand même, pas si longtemps avant que cette crise débute, il n'y avait pas de spread de taux pour la Grèce par rapport à l'Allemagne et par rapport à la France. Donc, c'est mon point, en fait. Mon point, c'est de dire, il n'y a pas
contrairement à ce qu'on pourrait croire, de discipline de marché. Il ne se passe rien et brutalement, vous avez une crise qui impose un ajustement brutal et non progressif des politiques économiques. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que ce soit le calme plat et que d'un seul coup, ce soit la déflagration dans un ciel qui paraissait plutôt tranquille. Julien Marion. Moi, je vous rejoins pas sur 2 points, Emmanuel. D'abord, les spreads, ils se sont écartés de la France par rapport aux pays du Sud. Même, on a fait des caisses sur la Grèce et le Portugal, qui sont passés devant nous sur le 10 ans. Donc, il y a peut-être pas une sanction de marché, mais il y a quand même un phénomène qui se traduit là-dessus. Ouais, un petit peu, mais honnêtement, d'ailleurs, c'est un peu redescendu. Et tu vois, même l'Allemagne, il y a pas vraiment d'écart. On pourrait pas, il y a rien qui pourrait indiquer quand même qu'il y a une crainte des marchés sur la dette française, alors que je vous rappelle, et les déficits français, parce que c'est quand même la trajectoire des déficits français qui est préoccupante. Je vous rappelle que quand monsieur Moscovici a été nommé à la Cour des comptes, c'était monsieur déficit à 3% du PIB. Ah bah oui, ça... Quand madame Monchalin est nommée elle-même présidente de la Cour des comptes, c'est madame 5% du déficit en proportion du PIB. Donc je trouve qu'il y a quand même une mansuétude à l'égard de la France qui est quand même extrêmement, finalement, à la fois rassurante, mais quand même aussi très préoccupante. Oui, et en même temps, le deuxième point sur lequel je voulais aller, c'est que vous parlez de la géopolitique. Donc moi, je me permets quand même d'évoquer, vous parliez de l'IA. Et il y a quand même les vigilant bonds, comme on les appelle, ils sont quand même intervenus à l'automne dernier, ça c'est Bank of America qui le dit, lorsque Meta, Alphabet et surtout Oracle, qui pour le coup est endetté, parce que les autres, ils ont très peu de dettes. En fait, leur revenu d'endettement, c'est 0,3. Mais Oracle, qui est au-dessus de 2, là, ils ont quand même dit, non, là, c'est la fin de la récré. Là, on arrête. Donc les forces de marché, peut-être moins au niveau des États, Manu, vous avez raison, mais plus au niveau des entreprises, elles jouent. Non mais quand je te dis les forces de marché, c'est alors sur les boîtes, tu as raison. Et d'ailleurs, effectivement, quand on dit la bourse ne réagit pas trop, c'est vrai pour tous les gros indices, mais le Nasdaq, effectivement, lui a quand même pas mal été secoué. Mais la réalité, c'est que sur les grandes trajectoires, c'est-à-dire ce que tu dis est valable, effectivement, pour les boîtes de l'IA. Et il y a une vigilance, effectivement, sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Mais grosso modo, aujourd'hui, comment tu anticipes l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie? C'est en ça que les trajectoires économiques qui sont amenées à se dessiner sont quand même très incertaines. L'impact sur la productivité, l'impact sur l'emploi, l'impact sur la croissance. Donc, en général, dans ces configurations-là, c'est vrai que c'est toujours plus difficile. Mais alors du coup, sur les marchés, on a un mal fou à essayer d'évaluer la volatilité, les zones de turbulence. On regarde par exemple l'indice VIX et on passe notre temps à en parler. Bon, en gros, il se met à grimper quand les marchés baissent et il redescend quand les marchés remontent. On voit l'or qui atteint des niveaux de volatilité qu'il n'avait jamais atteint, étant donné qu'il n'avait jamais atteint ce niveau de cours. Finalement, la vraie volatilité, la volatilité dangereuse, celle qui peut mettre vraiment le bazar et paniquer tout le monde, c'est la volatilité sur les taux. C'est ce que vous nous dites, Emmanuel. Oui, parce que ce qui est encore une fois, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a soit pas d'inquiétude, soit inquiétude maximale. Ouais. Et on le voit d'ailleurs dans les fluctuations complètement folles du VIX. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des niveaux qu'on pourrait appeler, qu'on a connus par le passé, sur ce qu'on pourrait appeler des niveaux de vigilance. Vous êtes soit finalement il se passe rien, ou soit finalement c'est la panique à bord. Est-ce que c'est pas finalement le reflet de ce qui est en train de devenir le débat public et notre société? Cette idée-là qui vient, mais une polarisation totale. Il y a une polarisation totale, et là où c'est inquiétant, c'est qu'il y a aussi une polarisation totale. Si vous prenez un pays, il faut être honnête. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et j'achète assez l'inquiétude de Patrick Artus dans sa dernière note aussi, sur quand même le risque américain. C'est-à-dire que vous dites il y a polarisation du débat, mais il y a polarisation des grands agrégats économiques aussi. Totalement. C'est-à-dire des déficits publics, 8% du PIB depuis 3 ans, des déficits extérieurs colossaux, des bourses qui sont au plus haut, etc. Et donc, vous voyez bien que le grain de sable qui peut venir soit faire monter les taux longs, soit apporter une déception sur la croissance, etc., est quand même extrêmement à redouter. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne le redoute pas. Et moi, c'est ça qui m'effraie, c'est qu'en l'absence de signaux d'alerte, on est quand même une déflagration qui, à un moment ou à un autre, fasse quand même assez mal. Effectivement, il va falloir rester vigilant. C'est vrai qu'on le dit jour après jour, cette sorte de complaisance, entre guillemets, des marchés. Il n'y a pas d'avertissement dans ce monde-là.
Non, Antoine. ça prévient pas. Ça ne prévient pas. Ça prévient pas. Ouais, mais quand même. Effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre.